on retrouvera tous les intervenants tout à l'heure pour un débat général. Donc on pourra poser d'autres questions à Katia Laval, toujours dans l'objectif de respecter les temps. Je vais donner la parole à Marcel Mazoyer. Et la transition finalement avec l'intervention sur le climat, elle est assez facile parce qu'un autre réchauffement climatique a permis à la Terre de sortir de la dernière ère glaciaire et quelques milliers d'années plus tard de donner naissance à l'agriculture. Comment s'est-elle développée un petit peu simultanément? Comment elle s'est enrichie aussi avec les expériences menées dans différents pays à parfois des milliers de kilomètres les uns des autres? Marcel Mazoyer, on vous donne la parole. Merci. Je prends une bouteille. Merci de me donner la parole. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être là. Permettez-moi de féliciter les organisateurs de l'organisation de ces journées et de les remercier de m'avoir invité. J'en suis très heureux. Bien, voilà. Le sujet qui m'a été proposé, c'est foyer d'origine et aire d'extension de l'agriculture néolithique. Bon, il y a 200 000 ans environ, apparaissait une nouvelle espèce, Homo sapiens, assez semblable à ce que vous êtes et à ce que je suis. C'était une poignée d'individus, sans doute, quelques milliers, dit-on, etc. Il y a 10 000 ans, il y avait 4, 5, 6 millions peut-être d'Homo sapiens sur la planète. Donc, en 190 000 ans, si vous voulez, une croissance démographique très faible. En effet, ces 5-6 millions d'individus vivaient de chasse, pêche, cueillette, tous. Presque tous étaient nomades, transhumants, se déplaçant de saison en saison avec l'évolution de saisonnière de la végétation, avec les déplacements du gibier. Et la fertilité des femmes était très très faible, parce qu'à chaque déplacement, les femmes enceintes, les femmes allaitantes étaient fragiles et mouraient du déplacement, les enfants en bas âge aussi, et puis les personnes âgées aussi. Donc au total, une croissance de la population très faible, de 0 à 5 millions en 190 000 ans, ce n'est pas beaucoup. Il y a 10 000 ans, vient de se produire un événement climatique important, qu'on ne connaît pas bien, mais sûrement mieux que l'avenir climatique de la planète. Il y a eu un formidable réchauffement du climat. Les calottes glaciaires qui arrivaient presque à la Méditerranée, pour situer ça quelque part, ont reculé de plusieurs milliers de kilomètres, se sont mises en place des nouvelles formations végétales. Se sont mises en place des nouvelles formations végétales, évidemment beaucoup plus riches que les formations végétales de l'époque glaciaire, sauf peut-être autour de l'équateur. Et parmi ces formations végétales, certaines étaient très très riches en graminées sauvages, légumineuses, glands, noix, noisettes, pistaches, etc., qui étaient capables de nourrir au kilomètre carré un nombre d'habitants très très supérieur à celui de l'époque antérieure. Certaines populations, très peu nombreuses, toujours chasseurs-cueilleurs, en ont profité pour se sédentariser dans des endroits particulièrement fertiles en produits comestibles. Et s'étant sédentarisés, la durée de vie et le nombre d'accouchements par les femmes a augmenté. La mortalité a bien un peu augmenté dans certains cas par la proximité des villageois, alors qu'avant les bandes étaient peu nombreuses et se déplaçaient beaucoup. Au total, la population a formidablement augmenté. Quelques siècles plus tard, les observations des archéologues aux quatre coins du monde tendent à montrer ça, en tout cas donnent à penser que les villages avaient doublé ou triplé de population.
Et arrivé à un certain seuil, les ressources sauvages en fruits et en gibier du lieu étant limitées, où la population n'augmentait plus, où elle tendait à augmenter, mais il y avait une crise alimentaire qui pourrait se voir dans les squelettes, où elle pourrait essayer de reprendre le nomadisme, ce qu'elle n'a pas fait, parce que ça devait être assez compliqué, ou bien elle se battait avec ses voisins pour s'emparer de ses territoires. Toutes choses qui, grosso modo, ne se sont pas produites. Au contraire, ce qu'on voit, c'est des indices manifestes de début de culture des plantes, de début de l'élevage des animaux. Alors, ce n'est pas facile à voir. Simplement, on voit que la densité des pollens de céréales autour des habitations augmente formidablement. On voit que les animaux abattus, qui étaient des animaux en captivité, ne sont pas abattus et débités de la même manière que les animaux qu'on chasse, et on en déduit, en gros, que la culture des plantes et l'élevage des animaux, semblables à leurs congénères sauvages, hein, on appelle ça protoculture, protoélevage, du moins je propose qu'on l'appelle comme ça, a commencé. Et puis quelques générations plus tard, 10, 20, 30 générations, 200, 300, 400 ans plus tard, on s'aperçoit que ces plantes ainsi cultivées, ces animaux ainsi élevés, ont changé de caractère. Ils n'ont plus les mêmes caractéristiques physiques visibles, et ajoutons depuis, on a appris qu'ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques génétiques, et puis on peut voir qu'ils n'ont plus non plus les mêmes caractéristiques comportementales, c'est-à-dire qu'il y a eu domestication. Alors fallait-il inventer grand-chose pour cultiver et domestiquer des plantes? En gros, rien. Pourquoi? Parce que des cueilleurs sédentarisés, des chasseurs-cueilleurs sédentarisés, ils ont commencé à cultiver sans l'avoir voulu ni même fait. Tout simplement, autour des maisons, ce qui n'a pas été mis dans la marmite, qui a été récolté dans la brousse et qui n'a pas été mis dans la marmite, germe et pousse encore mieux là que dans la brousse, tout simplement parce qu'on est dans un espace où retournent les cendres du foyer, les déchets domestiques, c'est un espace défriché et abondamment fumé, et où tout pousse beaucoup mieux que dans l'écosystème non cultivé. Autrement dit, la culture commence sans qu'on l'ait voulu ni fait. Elle commence par le nouveau mode de vie. Et quant aux animaux qu'il a fallu domestiquer, c'est peut-être un peu compliqué. Les animaux qu'on élève, c'est des animaux qu'on a capturés, petits, moyens ou grands, et qu'on installe dans un endroit où ils ne peuvent pas se sauver, on les attache, on les enclôt, éventuellement on leur donne un peu de nourriture, pas forcément, et ils vivotent comme ça en captivité. Alors la première chose qui se passe, c'est qu'ils se laissent apprivoiser, et ils se reproduisent ou pas. Apprivoiser, c'est pas domestiquer. C'est-à-dire ils deviennent vivables, quoi. Ils acceptent de vivre avec vous. Tous les enfants de chasseurs-cueilleurs le font, savent le faire. Tous les enfants d'agriculteurs savent le faire. Moi, quand j'étais enfant, je passais la moitié, je me faisais engueuler par tout le monde, mais je passais une bonne partie de mes printemps à essayer d'apprivoiser 36 espèces, etc. Bon, ils ne sont pas pour autant domestiqués, c'est-à-dire ils n'ont pas montré qu'ils s'adaptaient vraiment à cette vie, ils n'ont pas montré qu'ils s'y reproduisaient, ils ne sont pas devenus très pratiques pour les hommes, leurs caractéristiques physiques n'ont pas encore changé. Mais au bout d'un certain temps, les caractéristiques physiques changent. Alors, la domestication est-elle aussi une invention? Non. C'est le résultat de la protoculture et du proto-élevage. Si vous semez et ressemez des grains que vous avez déjà semés, récoltés, et vous les semez à date fixe, vous éliminez tout ce qui mûrit trop tôt, tout ce qui mûrit trop tard. Vous éliminez tout ce qui perd ses graines facilement. Vous éliminez tous les épis qui cassent facilement, puisque vous ne les récoltez pas. Vous les semez ensuite en foule dans un milieu préparé où il y a une concurrence intraspécifique et non pas extra-spécifique, comme dans l'écosystème
quasi naturels qui entourent. Et la concurrence intraspécifique, c'est ceux qui germent les plus vite et qui poussent les plus vite, qui occupent le terrain. Donc c'est les épis qui ont le plus grand nombre de grains et les plus gros grains qui vont être sélectionnés, etc. Là aussi, évidemment, aucun agriculteur néolithique n'a voulu domestiquer. Où auraient-ils pris ce concept et ils n'avaient pas de groupe du GIEC pour leur dire qu'en cultivant longtemps quelque chose, ça allait aboutir à la domestication. Et quand ils ont fini de domestiquer 200 ans après avoir commencé la protoculture, est-ce qu'ils savaient vraiment que c'était parti de l'espèce sauvage? Peut-être. Est-ce que même la conscience qu'ils avaient domestiquée était présente? Non, et il n'y a pas besoin. Il ne faut pas se poser la question. Pourquoi les gens ont domestiqué? C'est par quoi ils ont domestiqué? Par où ils sont passés? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés là? La question française, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est pas scientifique. Je brutalise un peu l'auditoire. Je me la pose tout le temps, mais quand il y a des hommes qui ont une intention, l'avenir industriel ou politique de la planète, alors pourquoi on va faire ça, on peut se le demander. Mais quand les choses se passent sans qu'il y ait eu des choix humains préalables, c'est pas pourquoi qu'on l'a fait, c'est par quoi on l'a fait. C'est le comment qui est important. C'est quelle est la succession des conditions écologiques et culturelles qui ont fait que. Alors, conditions culturelles, quand même, je dis un mot, c'est qu'on avait affaire à des sociétés néolithiques avancées, dans lesquelles la possibilité de produire des outils qui permettaient ce nouveau mode de vie a été possible. Si des circonstances écologiques analogues s'étaient produites au Paléolithique, c'est pas du tout sûr qu'on aurait produit les outils spécialisés permettant d'exploiter pleinement ces espèces sauvages propices et puis permettant ensuite d'entamer la protoculture, le proto-élevage et d'aboutir à la domestication. Toujours est-il que, donc c'est une histoire de travail, de technique, de culture et de densité de population. Parce qu'à quel moment les gens ont commencé à proto-cultiver, proto-élever? Au moment où les ressources naturelles qu'on pouvait cueillir ou chasser dans la brousse devenaient insuffisantes pour une population qui, se multipliant vite, était devenue trop nombreuse pour ses ressources. Alors vous allez me dire, mais ça se traduit par quoi? Eh bien, on a vu que ça ne s'est pas traduit par une crise. Ça s'est traduit par un début de protoculture et proto-élevage. Et pourquoi c'était avantageux? Qu'est-ce qui a bien pu décider les agriculteurs à cultiver, etc. C'est d'abord qu'ils savaient le faire sans l'avoir appris, puisqu'ils le faisaient incidemment et involontairement déjà. La question, c'est de savoir comment ils ont multiplié les opérations de culture, de multiplication des plantes, de multiplication des animaux pour en tirer davantage de profit. Tout simplement parce qu'à un moment donné, le temps de travail qu'il faut pour ramasser en brousse des plantes et tuer des animaux qui sont devenus absolument insuffisants à l'état sauvage pour nourrir une population qui avait déjà doublé ou triplé, il était beaucoup moins coûteux en temps, très avantageux de commencer à multiplier, cultiver, de commencer à élever, multiplier. Tout simplement, c'est une question d'économie, au sens strict, d'économie du temps de travail pour nourrir une population qui, du coup, ne s'est pas arrêtée de croître. Il n'y a pas eu de palier, il n'y a pas eu de crise. Alors, je peux vous dire qu'il y a 50 ans, quand moi je cherchais à savoir qu'est-ce qui s'était passé au néolithique, je croyais toujours rêver. C'était évident que c'était des élucubrations qui aujourd'hui apparaissent totalement absurdes. La théorie des oasis, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est né dans la vallée du Nil, enfin tout un tas de choses qui sont archi-fausses. Tout simplement parce que l'archéologie concrète, les fouilles les indices du passé étaient beaucoup trop insuffisants. Alors ce que je peux vous dire maintenant, c'est que depuis les années 50, les archéologues de France et du quatre coins du monde, grâce à, nous ont-ils dit au colloque de la Cité des Sciences en 2009, grâce au fait que l'archéologie préventive, c'est-à-dire l'obligation de fouiller chaque fois qu'on veut faire un trou quelque part, et puis l'archéologie aérienne, et plus l'archéologie ensuite concrète sur le terrain, ont fait des progrès gigantesques. Et on sait,
Ce qu'on sait par rapport à ce qu'on savait en 1950 sur tous ces événements, c'est des milliers de fois, des milliers d'informations de plus. Et tant qu'on n'a pas ces informations concrètes, en général, tout ce qu'on raconte, ce serait, comme diraient les climatologues, de l'avenir, c'est des conjectures. Des conjectures, c'est-à-dire des idées comme ça, qui sont généralement attrayantes, mais qui s'avèrent presque toujours fausses. Non, mais je ne tape pas sur les archéologues, je vais me faire traiter tout de suite de archéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le réchauffement climatique de l'Holocène, qui s'est produit entre moins 12 000 et moins 10 000 avant le présent. Comme quoi, tous les réchauffements ne sont pas meurtriers. Enfin, du moins, il faut l'espérer. OK. Alors, les régions du monde où ce genre de très longue transition s'est produite à partir d'il y a environ 10 000 ans, pour se terminer au Proche-Orient et dans quelques autres endroits il y a à peu près 9 000 ans, mais qui dans d'autres endroits ont commencé il y a 6 000 ans ou même il y a 3-4 000 ans en Amérique du Nord, il y en a environ 6, ces régions privilégiées où cette transition qu'on appelle la révolution néolithique, mais la révolution, ça veut juste dire changer de système, ça ne veut pas dire que ça s'est passé en un soir. Hein. Ça a pris... en chaque lieu, je dirais au bas mot, 1000 ans. Le passage d'une société peu nombreuse, sédentarisée, de quelques dizaines d'habitants par village, à une société de villageois agriculteurs de 400, 500, voire 1000 habitants par village, c'est une transition qui a pris plusieurs centaines d'années, y compris la domestication, etc. OK ? Eh bien, les endroits du monde où ça s'est produit, il y en a en gros une dizaine dans la planète. Elles sont très éloignées les unes des autres par l'espace et par le temps, des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres, et puis 2, 3, 4 000 ans de décalage, peut-être plus dans certains cas. Donc très éloignées. Elles sont donc indépendantes. Il est hors de question que ça soit par je ne sais quel transfert de technologie que les uns soient devenus agriculteurs à partir des premiers qu'il avait fait. Elles sont très différentes déjà les unes des autres. C'est dans des conditions écologiques générales améliorées, on l'a vu, on ne va pas le redire, mais très différentes entre une partie du monde et une autre partie du monde, on va le voir dans un instant. Elles sont différentes par les espèces qui étaient cueillies et consommées et par les espèces qui ont été ensuite domestiquées. Et elles sont différentes par des contextes techniques et culturels évidemment un peu différents, même si tout le monde était dans un néolithique, on va dire, avancé. Alors, les voilà, ces régions. Alors, vous voyez, ah ben voilà, c'est parfait. Ah oui, c'est au milieu. La plus connue par nous en particulier, et sans doute la mieux investiguée, celle dans laquelle on a le plus d'informations, c'est le Proche-Orient. C'est une des plus anciennes. Ça se passe aux alentours de 10 000 ans avant le présent. Et vous voyez que là, on a domestiqué l'engrain, l'orge, le blé, les pois et les lentilles dont nous nous sommes nourris. Très principalement jusqu'au siècle dernier. Hein. Et puis, on a domestiqué pratiquement tous les animaux qui sont devenus les auxiliaires des agriculteurs européens et autres. La chèvre, le mouton, le quoi ça ? Le porc, ah oui, j'allais oublier ça, vu le lieu. et puis le bœuf. Mais croyez pas, hein, nous descendons pratiquement tous de cela. Hein. OK ? Sans doute le Mexique, non, le deuxième plus ancien, c'est sans doute le foyer du nord-est asiatique. Alors, où bien sûr, il y a eu des Ah oui. Oui, non, ben, je vais me mettre en bonne... Je ne peux pas le tourner, hein, je veux dire. Il est vraiment braqué. Voilà. Alors, bien entendu, les domestications dominantes dans ce foyer élargi vers l'est et vers le sud, jusqu'au fleuve jaune, c'est bien sûr le riz et le soja, mais aussi d'autres espèces, le ver à soie, l'aramie qui servait plus ou moins de textile à l'origine.
Ah oui, j'ai oublié le lin ici. Il y a toujours en gros une légumineuse, une graminée, une céréale et un textile. Bon, pas toujours, on le verra, mais presque toujours. Pour qu'une société puisse vraiment tirer l'essentiel de sa subsistance, il faut au moins ça. Et puis sans doute le porc, sans doute, je sais pas, je vois pas non plus. Le bœuf encore une fois, et puis la poule, je crois. D'accord. Bon, donc vous voyez que c'est très différent. Écologiquement, ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Et puis un troisième foyer de l'Ancien Monde, qui est celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est sans doute beaucoup plus ancien que tous les autres. Parce que c'est en pleine forêt équatoriale, et là, le réchauffement du climat n'a pas changé grand-chose à l'époque. C'était déjà une forêt équatoriale avant le réchauffement du climat. Et par contre, cette pratique agricole laisse très peu de traces, parce que ce que ces gens ont cultivé abondamment et ensuite étendu par différents artifices, c'est le taro. Alors le taro, ça ne vous laisse pas des grains carbonisés, rien. Enfin, et puis entre un taro domestique et un taro cultivé, on n'y voit quasiment que du feu. Donc c'est sans doute un des foyers les plus anciens et qui naît d'une abondance particulière d'une espèce qui a été étendue, multipliée en aménageant de nouveaux bas-fonds, etc. Et on pense que le porc a aussi été redomestiqué, là, sans qu'on en soit sûr. Alors l'Ancien Monde a été très fertile. La plus grande civilisation américaine du néolithique, c'est dans le sud du Mexique. On appelle ça foyer centra-américain, maïs, haricots et coton. Alors avec ça, vous pouvez aller très loin, hein. Vous pouvez aller jusqu'au Saint-Laurent, vous pouvez aller jusqu'au Chili, quoi. Et vous n'avez à la limite pas besoin d'autre. Alors il y a des endroits où ça ne marchera pas, bien sûr, mais au total, c'est une grande civilisation. Très peu de domestication animale, le canard de Barbarie et le dindon. On n'a pas domestiqué la chèvre, on n'a pas domestiqué les bisons d'Amérique, etc. Deuxième foyer assez important, un peu postérieur semble-t-il, le foyer des Andes péruviennes, où alors c'est en altitude, donc c'est des plantes adaptées à l'altitude, c'est la pomme de terre, la oca, la quinoa, un lupin, et puis des domestications importantes, le lama, animal de bas, l'alpaca, animal de laine excellente, et puis le cochon d'Inde, c'est le lapin des Indiens d'Amérique. Hein. Et ne méprisez pas ça. Quand vous voulez apporter des protéines avec peu de capital au départ et une prolifération rapide, c'est la meilleure espèce du monde. À condition de bien vouloir manger des cochons d'Inde. Mais si vous ne voulez pas manger ça, vous mangerez des lentilles ou des haricots. C'est pas grave. OK. Et puis un foyer très tardif, le foyer nord-américain, qui n'a pas sélectionné grand-chose, mais quand même un millet, une petite orge, le tournesol, c'est pas rien. Une ancérine et une renouée, ne me demandez pas trop ce que c'est que l'ancérine, je ne suis pas sûr de le savoir. Et puis des courges. Voilà. Alors, une fois ces foyers constitués, bien entendu, l'histoire continue. C'est-à-dire qu'une fois les terres cultivables et pâturables des territoires villageois dans chacune de ces régions pleinement exploitées, et ayant toujours les mêmes outils et les mêmes techniques de culture et d'élevage, c'est-à-dire les cultures sur abatis-brûlis dans les milieux boisés, éventuellement quelques cultures sur des alluvions de rivières assez faciles à mettre en culture, et puis les milieux pâturables autour des terres cultivées, des jardins et des terres cultivées dans les milieux boisés, étant occupés pleinement par des animaux domestiques, des herbivores, il y a un plafond de population. Le niveau technique, les systèmes de production ainsi développés permettent un certain niveau de population. Qu'est-ce que font les gens lorsque la population s'accumulant dans les villages, puisque tant qu'il y a de la nourriture, que la natalité marche bien, la mortalité est inférieure, et ils arrivent à un maximum de population. Tout système d'exploitation du milieu a des limites maximum qu'on ne peut pas franchir sans changer de système. Il faut trouver une autre manière.
Alors donc les systèmes ayant épuisé les capacités du milieu, qu'est-ce que les gens pouvaient faire? Ils pouvaient reprendre le nomadisme. Est-ce que vous croyez que c'est facile pour des agriculteurs qui sont agriculteurs depuis 1000 ans, et qui ne savent même plus ce que c'est que le nomadisme, qui ont perdu toute référence pratique? Ils peuvent évidemment faire la guerre à leurs voisins et pour leur prendre leurs terres. Bon, apparemment, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont simplement sortis de l'ère du foyer d'origine, des N villages où ils avaient développé l'agriculture, pour coloniser des terres où il n'y avait pas d'agriculteurs et où il y avait des chasseurs-cueilleurs, nomades ou pas, mais relativement dispersés, des terres vierges dans le coin. Et donc, de proche en proche, ils se mettent à coloniser les environs des aires d'origine. Ça avance à quelques kilomètres par an, 1 kilomètre en moyenne, semble-t-il. Et au bout de 1000 ans, ils ont étendu l'agriculture dans un rayon de 1000 km autour des foyers d'origine, 2000 ans, 2000 km, etc. Puis ils arrivent en Bretagne 5000 ans plus tard, quoi. En gros, c'est ça. Mais ils arrivent aussi en Russie, et ils arrivent aussi en Inde, partant du Proche-Orient. Puis les agriculteurs chinois, pratiquant la riziculture de bas-fonds, ils colonisent tous les bas-fonds de l'Asie, de l'Est et du Sud-Est. Bon, donc ces agricultures néolithiques nées dans les foyers d'origine sont propagées principalement par les agriculteurs qui se retrouvent de proche en surnombre, village par village, qui conquièrent le monde, mais rien n'empêche, on voit bien qu'il y a eu des métissages culturels et biologiques avec les chasseurs-cueilleurs qui étaient là souvent. Souvent, il n'y en a pas. Ils sont simplement refoulés. Mais de temps en temps, il y a des coups d'arrêt et il s'établit des contacts. Donc, éventuellement, ils adoptent des techniques empruntées aux chasseurs-cueilleurs et vice-versa. Les chasseurs-cueilleurs sont assimilés techniquement, culturellement et qu'est-ce qu'il faut dire alors? Biologiquement. Ouais, j'ai failli dire une énormité. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont absorbés, comme ils sont 10 fois moins nombreux que les agriculteurs, ils sont petit à petit absorbés. Et ce n'est généralement qu'une fois que les nouveaux territoires sont déjà densément peuplés, densément occupés, et qu'on arrive, comme ça s'était produit dans le foyer d'origine, à des terroirs, des territoires villageois saturés, ne pouvant plus nourrir plus de monde, que les vagues successives de nouveaux arrivants se heurtent à une résistance des déjà là. C'est-à-dire qu'il y a concurrence pour la terre. Et il y a des gens qui ont fait des tas de théories qui s'appellent la guerre au néolithique, apparaît à la fin du néolithique dans des tas de régions qu'on pourrait à l'époque considérer comme très peuplées, une guerre pour s'emparer des terres ou pousser ceux qui sont déjà là. Alors que dans la phase d'expansion, dans les foyers d'origine et dans la phase d'expansion, il y a très peu de traces de conflits, de guerres ou de crises alimentaires. Alors, à partir de ces 6 foyers d'origine se constituent donc 6 aires d'extension. 3 aires d'extension majeures, c'est-à-dire qui portent sur de très vastes territoires, qui sont l'Asie de l'Ouest, l'Europe et l'Afrique, qui se constituent à partir du foyer moyen-oriental, l'Asie de l'Est et du Sud à partir du foyer de l'Asie du Nord-Est, et puis le foyer à partir du foyer d'Amérique centrale, l'Amérique du Centre, du Nord et du Sud. Et puis 3 aires d'extension parfois presque nulles, c'est juste le foyer d'origine n'a jamais débordé sur les territoires avoisinants, mais ou en tout cas d'une manière beaucoup moins importante. Le foyer néo-guinéen qui a quand même rayonné, bien entendu, dans toutes les régions de la Nouvelle-Guinée, mais aussi dans les îles du Pacifique. Donc quand je dis que c'est pas beaucoup, c'est sûrement pas vrai, c'est quand même pas mal. Le foyer de l'Amérique du Sud, dans toutes les Andes, mais comme c'est des plantes d'altitude, ça ne peut pas aller ailleurs que dans les Andes. Et puis le foyer de l'Amérique du Nord, alors là, qui est resté extrêmement circonscrit. Alors voilà, vous avez là les flèches de colonisation et les auréoles datées de l'expansion des agricultures néolithiques. Alors,
Je ne sais pas si je vous ai... Bon, alors vous voyez que le foyer proche-oriental a alimenté l'Europe, enfin, a donné matière à colonisation en Europe, en Asie de l'Ouest et en Afrique. Et le foyer chinois, c'est un peu plus concentré, mais ça va rayonner et rejoindre et englober ensuite le foyer néo-guinéen. Le foyer centra-américain a vraiment rayonné, je vous le disais tout à l'heure, du nord au sud, et il a englobé au passage le foyer nord-américain et englobé le foyer sud-américain. Ça va ? Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Ah, vous êtes généreux, c'est fou ça. Alors, au cours de cette extension formidable de l'agriculture et de l'élevage à l'échelle de la planète, il se produit des nouvelles différenciations. Bien sûr que les régions boisées, tempérées et tropicales cultivables vont généralement être transformées en régions de culture sur abatis-brûlis à la hache et par le feu. Les régions de végétation ouverte, les prairies, les savanes, les steppes, vont être rapidement colonisées par le bétail. Et donc, vous avez déjà formation des systèmes de culture sur abatis-brûlis des milieux boisés, avec une grande variété de systèmes, et les systèmes pastoraux des zones pâturables, on va dire, pour faire court. Donc, c'est... Et puis, il y a évidemment la mise en culture des bas-fonds humides équatoriaux, modèle néo-guinéen. Ce n'est pas tout à fait la même chose que tout ce qu'on vient de dire. C'est mineur, mais c'est bel et bien là. Et puis, il y a quand même, dans certaines régions d'altitude et dans certaines îles, dans le Haut-Pérou, dans les îles Salomon, il y a quand même des systèmes de culture au bâton fouisseur dans des zones de prairies et de savane. Sauf que ça ne marche pas. Un bâton fouisseur ne vous permet pas de labourer. Mais 4 bâtons fouisseurs côte à côte avec 4 hommes qui les manient en cadence, ça permet de labourer. Les taclades, etc. Donc il y a des systèmes mineurs et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Il y a aussi des systèmes de pisciculture organisés. Vous pouvez aller en voir un quand vous voulez au sud du Bénin et qui n'a pas débouché sur l'agriculture moderne, mais qui a débouché sur une pisciculture. Il y en a beaucoup en Asie du Sud-Est aussi. Autrement dit, ça n'épuise pas le sujet, mais les principaux systèmes, ce sont ceux-là, à grands traits. Et naturellement, dans ces nouvelles régions, les plantes domestiquées dans les foyers d'origine, il arrive un moment où elles ne marchent pas. Pour des raisons climatiques, ça ne passe pas. Les plantes domestiquées au Proche-Orient, ça ne marche pas quand on arrive en zone tropicale. Enfin, le blé, tout ça, ça ne passe pas bien la rampe. Et donc, les agriculteurs arrivent sur ce front tropical ou équatorial et ils piétinent un peu, ils ne peuvent avancer que quand ils ont domestiqué de nouvelles espèces locales. Donc, sur les 3 fronts tropicaux équatoriaux des aires d'expansion dont nous avons parlé, se forment des aires secondaires de domestication. Et comme les milieux tropicaux équatoriaux sont riches d'une très grande biodiversité, sans doute que le plus grand nombre de plantes domestiques proviennent de ces régions-là. Alors, je ne vous les énumère pas, parce que si j'ai que 5 minutes, mais vous trouverez ça dans le compte-rendu. Ça, c'est 2 fois la même chose, non ? Ah non, c'est les aires de domestication des animaux dans les zones pastorales. Alors, je vais citer le plus récent et le plus proche de nous, c'est le lapin. L'Europe a domestiqué beaucoup de choses, 2 points, le lapin. On est les plus grands performeurs en matière de domestication. D'accord ? L'Europe orientale, Asie occidentale, le cheval. Tout proche du foyer proche-oriental avait été domestiqué l'âne 1000 ou 2000 ans après les bœufs, les porcs, etc. Et puis un peu plus au sud, en Arabie, le dromadaire, zone qui était donc déjà relativement désertique, malgré le réchauffement climatique. Et les chameaux de Bactriane, j'arrête, je ne fais plus de présentis sur le climat. Et puis au nord, à la jonction
des steppes mongoles, de la Sibérie et de la toundra sibérienne, le renne. Voilà. Grosso modo, on a fait le tour du mouvement. 5000 ans, il y a 5000 ans, donc après 5000 ans d'extension de ces agricultures et de différenciation de ces agricultures aux quatre coins du monde, la planète compte 50 millions d'habitants. 10 fois plus qu'au démarrage. D'accord ? 50 millions d'habitants, dont 45 millions sont des agriculteurs ou éleveurs, et puis 5-6 millions sont encore, sans doute, peut-être jusqu'à aujourd'hui, des chasseurs-cueilleurs. Notez bien que les agriculteurs ne cessent jamais d'être chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Ils vivent essentiellement des produits de l'agriculture, mais ils continuent, même certains d'entre vous, qui sont très mal vus, continuent de se nourrir des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Enfin, de la chasse, vous n'êtes pas très aimés. Hein. Bon, donc à la fin du néolithique, donc on en est là. Et qu'est-ce qui est le système le plus étendu et qui nourrit le plus de monde? C'est les systèmes de culture sur abatis-brûlis dans les milieux boisés, qui commencent à défricher une parcelle de quoi vivre, et qui laissent ensuite la friche se reconstituer pendant 30 ou 40 ou 50 ans, donc avec des densités de population très faibles, mais au fur et à mesure que la population augmente, on va passer à défrichement tous les 40 ans, tous les 30 ans, tous les 20 ans, tous les 10 ans, et on a déboisé les terres cultivables. Et ces terres cultivables ont alors un devenir variable, parce qu'elles vont être soumises à l'érosion, il va y avoir entraînement des éléments. Regardez ce désastreux paysage méditerranéen, qui est une ruine écologique. Pour moi, Morvandio, quand j'arrivais dans le Midi, je me disais, mais quel désastre! Je voyais 90% des terres qui étaient devenues des garrigues ou des maquis. Heureusement qu'il y avait quelques moutons là-dedans, etc. Et puis toute la terre avait été arrachée aux montagnes, et ça vous constituait des espèces de plaines complètement plates, là, que j'ai encore revues. Tandis que dans mon Morvan natal, c'est pas comme ça du tout. Hein? Il y a très très peu de landes. Tout est du bois, de la pâture ou des cultures. Enfin, maintenant, il n'y a quasiment plus que du bois et des cultures. Non, et des pâtures. Mais c'est pour vous dire, les devenirs écologiques de la planète après le déboisement sont devenus très très différents les uns des autres. Le Sahara est petit à petit devenu un désert. Sahara. Et donc, les activités se sont poursuivies au bord de la Méditerranée, dans le Sahel, ou le long des vallées inondables, comme la vallée du Nil. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vallée du Nil? Sûrement pas de l'abatis-brûlis. Il faut évidemment éliminer la végétation, mais ce n'est pas de l'abatis-brûlis. On va faire des cultures de décrue, puis des cultures irriguées. Et il y a 6000 ans, naît une immense civilisation hydro-agricole. Dans les vallées d'Asie, c'est un peu la même chose. Si vous défrichez une forêt coréenne du sud, j'y étais il n'y a pas longtemps, la moitié de la montagne va descendre dans la vallée. Elle va faire un fond de riziculture parfait, inondable à l'occasion, et puis vous n'allez plus cultiver la montagne parce qu'on ne peut pas. Ça vous tombe sur la tête très vite, si je peux dire. Et donc l'hydro-riziculture va être la grande culture qui va succéder à un abatis-brûlis, etc. Bon, dans d'autres régions du monde, vous allez avoir le déboisement dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest, même ici. Quelle culture on peut faire puisqu'on ne peut plus faire d'abatis-brûlis, puisqu'on ne peut plus cultiver les terres accidentées? Les cultures se concentrent sur les zones alluvionnées, qui restent riches et cultivables. Le reste est pâturable éventuellement, mais pas cultivable. Et les cultures, là, votre rotation, qui était une année tous les 50, elle tombe à une année sur 2. Si vous cultivez tous les ans, ça ne marche pas, parce qu'il faut que tous les ans, les animaux ramènent la matière organique des pâturages pour fumer les jachères, sinon vous récoltez rien. Donc la dynamique de la population, de l'outillage, de l'évolution des écosystèmes, l'homme faisant partie de l'écosystème, et par ses actions modifiant plus ou moins cet écosystème, comme les autres espèces.
Sauf que l'homme le modifie un peu plus puissamment parce qu'il a une histoire technique qui fait qu'il a des outils plus performants que beaucoup d'autres espèces. Donc, vous avez changé les écosystèmes de la planète. À la fin du néolithique, les écosystèmes de la planète sont radicalement bouleversés. Et naissent alors, ça s'amorce dès la fin du néolithique, avant le chalcolithique, même si Guilaine dit non, c'est à l'âge des métaux, c'est pas vrai. Pour qu'on le voit à l'âge des métaux, c'est que ça avait commencé. Les archéologues, c'est que ça avait commencé au moins 400 ou 500 ans avant. C'est-à-dire que le passage, cette dérive écologique, et puis cette dérive du système d'exploitation inévitable, sinon les gens ne survivent pas, elle se produit forcément avant que ce soit franchement visible. Alors naissent donc des systèmes agricoles, agraires, et des systèmes pastoraux qui continuent d'exister, radicalement nouveaux. Donc le néolithique, ce n'est pas l'apparition de l'agriculture. C'est l'apparition de au moins 6 agricultures très différentes depuis l'origine. C'est la différenciation au moment de l'extension de l'agriculture dans des systèmes agricoles déjà très différenciés. Puis après le déboisement, alors c'est une différenciation encore plus complexe. Et ensuite, dites-vous bien que dans ce que vous appelez un système de culture, à jachère, avec araire, bas, etc., vous changez de localité, le système n'est pas tout à fait le même. Ils appartiennent à cette grande famille des systèmes à jachère, etc., mais il y a autant de systèmes agricoles que de localités. Et je dirais même, si vous vous donniez la peine de penser, il y en a quasiment autant que d'exploitations agricoles. C'est-à-dire il y a une diversification fantastique. Alors dire je vais écrire l'histoire de l'agriculture, ou je vais vous parler de l'agriculture, si vous n'avez pas en permanence présent à l'esprit ces différences, ces diversités, cette espèce de, comment on pourrait appeler ça, des agro-éco-diversités, hein, voilà, pour parler comme tout le monde, vous savez pas de quoi vous parlez, en gros. Alors ça, c'est les systèmes hydrauliques des régions arides, je passe vite. Ça, c'est les systèmes hydrauliques à base de riz, Asie, Afrique, il y en avait en Afrique aussi. Ça, c'est les systèmes à jachère des régions tempérées et des régions tropicales moyennement arrosées. Et puis ça, je ne sais pas. Voilà. Alors maintenant, si vous n'avez pas un concept très rigoureux qui vous permet de caractériser très clairement l'écosystème cultivé dans chaque type d'agriculture, le type d'outil qui est adapté et qui permet d'exploiter cet écosystème, les résultats que ça donne, là, les combinaisons de cultures, si vous ne pouvez pas caractériser clairement chaque type d'agriculture que vous avez sous les yeux ou dont vous parlez, vous ne pouvez pas la distinguer des autres, vous ne pouvez pas la comparer avec les autres, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui s'est passé aux quatre coins du monde au cours des époques qui ont succédé au néolithique. Donc, il vous faut un concept que vous n'avez pas, mais que vous allez apprendre maintenant, qui est le concept de système agraire, puis il vous faut un embryon de théorie que vous n'avez pas, mais que vous allez apprendre maintenant, qui s'appelle la théorie de l'évolution et de la différenciation des systèmes agraires. Merci de votre attention. Bon. Ah oui. Moi, je voulais vous dire des choses à lire. Ah, je ne peux pas. Vous pouvez revenir à la dernière diapo. Voilà. Voilà, faut lire le compte-rendu du colloque néolithique de la Cité des Sciences de 2009, dans lequel j'ai raconté un peu ce que je viens de raconter, mais surtout, il y a tous les archéologues de grand renom et de grand talent qui étaient là. Il y avait Guilaine qui sera là ce soir ou demain, je ne sais pas où il est. Peut-être il est là même. Et vous apprendrez quelque chose sur le néolithique. Mais il y a beaucoup d'archéologues, ils font un trou dans un endroit, ils n'en bougent plus, quoi. Alors, avant de ressortir et de voir ce qui se passe ailleurs, il faut qu'ils lisent les autres, il faut qu'ils fassent eux-mêmes des synthèses, quoi. Ça serait utile. Puis bon, il y a d'autres livres où vous retrouverez des traces de tout ça. Voilà, merci de votre attention.
Merci. Alors, on va essayer de répondre très rapidement à quelques questions précises sur l'intervention. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure avec tout le monde. Est-ce qu'il y a quelques questions? Voilà, ici. Rapidement. Merci. Oui, rapidement, Thierry Gauquelin, ex-Marseille Université. Non, c'était simplement pour vous dire que la région méditerranéenne, c'est pas du tout le désert écologique tel que vous nous le décrivez. C'est l'un des 34 hotspots mondiaux de biodiversité. Il y a 2 fois plus d'espèces végétales dans le bassin méditerranéen que dans tout le reste de l'Europe. Et avec beaucoup d'espèces endémiques, la moitié d'espèces endémiques. Et d'ailleurs, c'est une idée très intéressante à creuser, c'est-à-dire qu'on est dans un bassin où il y a une anthropisation extrêmement ancienne, et pourtant, il y a un maintien d'une biodiversité absolument remarquable. Et c'est une question, c'est un paradoxe qui est tout à fait intéressant à étudier. Voilà, le match Provence-Morvan est lancé. Ça prouve que, non, c'est pas une question de match, j'ai pas du tout dit désert, hein. C'est vous qui avez dit ça. Moi, j'ai dit un désastre écologique. C'est pas la même chose du tout. On a rendu incultivable, en gros, 80% du territoire, les régions accidentées. Alors, des garrigues et des maquis dans lesquels fleurit une nouvelle biodiversité qui n'est pas celle de la forêt originelle, et des systèmes cultivés dans lesquels fleurit une biodiversité qui peut être supérieure, dans certains cas, aux biodiversités naturelles. C'est pas forcément. Vous voyez. Alors, deuxièmement, la région méditerranéenne a été pratiquement la première colonisée par les agriculteurs néolithiques venus du Proche-Orient, par cabotage. Le reste s'est fait pour l'Europe par la vallée du Danube, mais c'était beaucoup plus lent, etc. De toute façon, les gens qui sont dans la Méditerranée n'ont aucun mérite à tout ça. Donc, ceux qui ont eu du mérite dans tout ça, ils sont morts, quoi. Oh, ben. Alors, une question ici. Oui, François Toussaint Hermès. Je vais relever peut-être un autre paradoxe. Vous nous parlez à la fois de l'émergence sur ces siècles et ces millénaires qui sont à la fois fondés sur une optimisation énergétique et la sélection des espèces les plus appropriées, qu'elles soient végétales ou animales. Mais vous nous donnez aussi la question de la diffusion individuelle cette fois-ci, qui va porter la culture, une diffusion culturelle portée par les hommes, et c'est bien la question qui est encore posée sur ces dernières semaines dans les controverses. Il y a un point quand même qui me paraît pas certain, à moins que je l'ai mal compris, c'est celui de l'émergence, en particulier de la guerre. Ah oui. Sapiens. On a chez une espèce dont on s'est séparé depuis 7 millions d'années les mêmes comportements. C'est-à-dire que les chimpanzés planifient et font et mènent la guerre pour des territoires, pour des appropriations, avec des gains qui sont des gains nutritionnels et des gains démographiques. Donc là-dessus, l'idée de voir que ce déplacement des populations qui sont bien celles de l'expansion après utilisation maximale des milieux les plus proches, je ne suis pas certain qu'elle soit spécifique de l'espèce humaine. Votre réponse. Bon, numéro 1, que ce soit spécifique ou pas, c'est pas mon problème. C'est pas ça la question. Ça se produit pas. La guerre ne commence pas au néolithique. J'ai pas dit ça. Je veux dire, la guerre, il y a pratiquement pas de guerre dans la phase d'installation des nouveaux villages sédentaires, parce qu'il y a une telle marge de progrès dans la cueillette et puis ensuite dans les débuts de l'agriculture. Il n'y a pratiquement pas non plus de guerre dans la phase d'expansion, sauf quand dans certains lieux, les populations se retrouvent tassées et ça continue de s'accroître localement. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre au Paléolithique. Et je ne sais pas, la guerre, elle tend à se produire dans toute espèce. Je dis bien tend parce qu'il ne faut jamais dire elle se produit, avant d'avoir fait l'inventaire. Hein. Mais elle tend sans doute à se produire quand des populations se retrouvent en manque de ressources et croient pouvoir les trouver dans l'assiette ou dans le territoire du voisin. La colonisation romaine, pendant 1000 ans, il y a eu la guerre sur le pourtour méditerranéen, parce que le système à jachère, araire et transport sur bas était dans une crise profonde depuis grosso modo, moins 1000. Quoi. Depuis le début, il était en crise, et ça a duré jusqu'en 500, l'effondrement de l'Empire romain, mais même jusqu'au début du Moyen-Âge, quand est né vraiment un nouveau système d'outillage, quand le pillage des terres et le pillage de la force de travail des voisins est devenu trop coûteux. Alors, on s'est équipé en charrues, en charrettes, etc. Et on a changé de système.
On prend encore une question. Voilà. Bernard Fontaine, directeur de recherche émérite au CNRS à l'AMU, à Aix-Marseille Université. Professeur, vous nous avez raconté une très belle histoire de l'humanité. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut séparer ce qui est factuel, avéré, de ce qui est spéculatif sur ce qui s'est passé il y a 10 000 ans en agriculture? Disons que ce que je dis, je l'appuie entièrement sur ce que j'ai lu des auteurs de l'archéologie du néolithique, des spécialistes, qui écrivent des petits morceaux et dont quelques-uns commencent à faire des synthèses régionales, locales, etc. Donc c'est l'hypothèse dont je ne connais pas de contradiction avec les faits avérés et qui me paraît le mieux rassembler l'ensemble des faits avérés, à la fois comme mouvement espace-temps et comme nature même des changements qui s'opèrent à chaque instant, c'est tout. Et moi, je n'ai pas de prétention à être historien, mais si on est historien et qu'on ne connaît rien à l'agriculture, c'est très difficile de faire une histoire de l'agriculture. J'ai pas de prétention d'archéologie, mais je connais mieux les outils agricoles, y compris les plus anciens, parce qu'ils sont encore présents aux quatre coins du monde, que la plupart des archéologues. Je suis fils d'artisans et de paysans. Donc les outils, je les connais tous bien. Merci Marcel Mazoyer. On je se vais retrouve juste tout à dire un mot l'heure. pour la Méditerranée. Ah, d'accord. Alors, non, c'est important. Parce que pourquoi l'agriculture est une des plus récentes et plus anciennes en Méditerranée, on l'a vu, c'est sa position par rapport au foyer et la vitesse de diffusion par les côtes. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'elle rassemble beaucoup d'espèces sauvages ou domestiques venues des quatre coins du monde? Parce qu'elle a un climat ambivalent, tempéré et chaud à la fois. Le continent dans lequel il y a le plus d'espèces domestiques venues des quatre coins du monde, d'Amérique, d'Asie et d'ailleurs, c'est l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, sans parler même de l'Afrique du Nord. Parce qu'en Afrique, vous avez des zones tempérées au sud, vers le Cap, vous avez toutes les gradations du climat tempéré vers le climat équatorial. Donc, les cultivateurs africains, non pas ils n'ont pas d'histoire, mais ils ont l'histoire la plus enrichissante. Au sens biologique du mot, l'histoire agraire la plus enrichissante de tous les continents. Par contre, les climats tempérés froids, il faut se contenter de ce qui pousse dans les climats tempérés froids, à part les serres hollandaises, qui sont réchauffées artificiellement, ce qui prouve que ça peut être utile, et qui sont même parfois injectées de CO2, parce que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, mieux ça pousse. Voilà, merci de votre attention. D'un certain point de vue. Non, merci. C'est un fait.